19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 5 octobre 2019. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, Marou Amadou, a été soumis à l'exercice de la question d'actualité au cours duquel le député Abdurrahman Oumarou a voulu savoir à quel stade se trouve l'enquête sur l'argent ramassé par un Nigérien au Nigeria. Le compte rendu avec Ali Sissé Ibrahim sur les images de Ibrahim Abdou. Il y a quelques mois de cela, un Nigérien qui se trouvait au Nigeria avait ramassé une somme considérable d'argent qu'il a acheminé chez lui dans la région du Maradi. De fil en aiguille, les autorités de la région du Maradi s'emparèrent du cas de cet argent estimé à plus d'1 million de dollars. Entre-temps, les acteurs de la société civile de Maradi qui cherchaient la justice dans le traitement de ce dossier se retrouvèrent avec l'arrestation de Danneto qui a été relâché tout récemment. Une situation qui a amené le député Abdurrahman Oumarou à poser la question d'actualité suivante au ministre de la Justice Marou Amadou. À quel stade se trouve l'enquête concernant l'argent ramassé par le ressortissant de Maradi au Nigeria? À cette question, le ministre de la Justice Marou Amadou précisa qu'il peut répondre mais à huis clos, en mettant en avant le secret de l'instruction. Par la suite, les députés décidèrent de ne pas poursuivre avec la question posée au ministre de la Justice Marou Amadou au motif que c'est une affaire qui concerne le ministère de la Justice. Et le député Abdurrahman Oumarou de réagir en ces termes face à la réponse qu'il n'a pas eue de la part du ministre de la Justice Marou Amadou. Je voulais répondre, mais à huis clos. Donc vous avez sans doute constaté aussi qu'on a parlé du règlement intérieur. Donc moi je me soumets à cela. Je suis resté sur ma soif, mais vous avez constaté que le ministre voulait vraiment le fermer à huis clos. C'est-à-dire que c'est une affaire qui est importante. Elle est pendante devant la justice. Mon souhait est que cette affaire vraiment soit traitée de la meilleure manière, que nous puissions vraiment édifier nos populations. Parce que si j'ai posé cette question aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de gens m'ont interpellé par rapport à ça. Mais je pense que je vais me soumettre à ce qui s'est passé ce matin. Et les jours à venir, nous verrons l'évolution du dossier, Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, les Nigériens aimeraient bien savoir l'origine de cet argent et le montant exact de la somme et quel traitement les autorités de notre pays sont en train de faire sur ce dossier afin de dissiper tout malentendu au sein de l'opinion publique. Affaire donc à suivre. C'était là le compte rendu de Ali Sissé Ibrahim sur les images de Alidou Brema. Quelques jours après la publication d'un communiqué de presse par la Halcia sur le permis biométrique et le dossier hydrocarbures, le syndicat des conducteurs des taxis de la ville de Niamey crie victoire. Le Synco Taxi, qui a toujours dénoncé ces deux choses, demande au président de la République de sanctionner tous ceux qui sont impliqués avant de demander aux citoyens d'arrêter le processus pour le permis biométrique. Gamache Mahamadou est le secrétaire général de Synco Taxi. Aujourd'hui, le communiqué de la Halcia nous donne raison. On peut dire que l'histoire nous a donné raison sur tout ce que nous avons dit. Et vous avez entendu dans le communiqué de la Halcia des choses très graves, de fraude des hydrocarbures estimés à plus de 10 milliards, à peu près 10 milliards 500 millions dans un pays pauvre comme le Niger. 10 milliards aujourd'hui, on peut faire même un hôpital, on peut faire beaucoup de classes, on peut faire beaucoup de réalisations, mais le laxisme du régime ou des autorités a fait en sorte qu'on a tout laissé à des individus pendant près de 9 ans en train de faire ce qu'ils veulent au vu et au su de tout le monde. Bon, aujourd'hui, avec le communiqué de la Halcia, je pense que le président de la République va donner suite à cette situation. Maintenant, par rapport au premier point qui fâche, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de remous depuis l'annonce
de l'édition des nouveaux permis qu'ils ont appelés permis biométriques. Nous avons cherché des informations et nous avons compris trop tôt que c'est de l'arnaque. Parce qu'il n'y avait en amont eu aucune déclaration ni du gouvernement, ni de la Halcia, qui a quand même dit des choses très graves. Et nous avons dit à nos camarades de ne pas obtempérer parce que nous savons que c'est encore très grave, très dangereux. Attendons le communiqué de la Halcia. Après investigation, nous avons compris que c'est une grande escroquerie organisée par une famille d'un responsable. Et nous avons aussi constaté que cette famille, à la tête, le ministre des Transports, voulait juste pomper les Nigériens pour se faire de l'argent. Nous demandons au gouvernement et au président de la République de mettre fin à cette escroquerie en suspendant cette société et en refaire un autre appel d'offres pour nous trouver une société sérieuse. Donc, au niveau des transporteurs, principalement les taximans, nous sommes contre et nous demandons à l'arrêt pur et simple de cette arnaque. Nous disons au président de la République de saisir cette occasion pour que ceux qui sont à la base de cette situation répondent. Prévenir les maladies non transmissibles au sein des communautés et de l'Afrique, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée EcoBank Day, une journée qui a vu la participation de plusieurs invités et qui vise à soutenir les personnes atteintes de la maladie du cancer. Asma Osedou et Ibrahim Abdou. 20 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce don en médicaments qu'a offert l'EcoBank au Centre national de lutte contre le cancer, un don accompagné des produits alimentaires, notamment huile, mil et riz. Un geste pour soutenir les personnes atteintes de la maladie du cancer, une maladie non transmissible. La célébration de cette journée est placée sous le thème « Prévenir les maladies non transmissibles au sein des communautés de l'Afrique » avec un axe porté sur le cancer. En matière de prévention, de dépistage et de prise en charge des cas de cancer au Niger, le gouvernement a pris plusieurs mesures, à savoir le développement des activités de dépistage gratuit des cancers du col de l'utérus et du sein, la gratuité de la prise en charge des cancers féminins et chez les enfants de moins de 5 ans, la construction du Centre national de lutte contre le cancer, pour ne citer que cela. La journée EcoBank Day est célébrée le 5 octobre de chaque année, d'où le directeur général de l'EcoBank de parler des objectifs visés à travers cette journée. Au Niger, nous avons soutenu de nombreuses causes. Nous avons soutenu l'éducation, et nous continuerons de le faire. Nous avons soutenu la santé, ce que nous faisons cette année. Nous avons eu des actions pour l'eau potable, l'accès à l'eau potable, des actions sur l'environnement, des actions pour soutenir les orphelins. À compter de ce 5 octobre jusqu'en 2021, EcoBank lance un programme dont le thème est « Prévenir les maladies non transmissibles » au sein des communautés africaines. Cet engagement est destiné à sensibiliser les populations aux maladies non transmissibles et en priorité à mieux faire connaître les mesures de prévention à adopter, les traitements disponibles. Et cette année, un accent particulier sera mis sur le cancer. C'est pour prévenir cette maladie que les 3 et 4, hier et avant-hier donc, EcoBank Niger a organisé, avec l'appui du Centre national de la santé et de la reproduction, une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein au CSI Recasement et à l'infirmerie de la banque. Pour le directeur de cabinet du ministère de la Santé publique, ce don vient à point nommé. Les maladies non transmissibles, autrefois appelées maladies des hommes riches, touchent aujourd'hui les couches sociales les plus vulnérables.
De ces maladies, on peut citer entre autres le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers qui constituent de nos jours un réel problème de santé publique à l'échelle mondiale. Le cancer est responsable de 12,5% de tous les décès survenus ces dernières années. Les projections laissent apparaître que le nombre de nouveaux cas annuels de cancer atteindra 15 millions d'ici 2020, dont 70% dans les pays en développement et plus d'1 million en Afrique. Selon les statistiques de l'OMS, le Niger doit s'attendre à 8000 nouveaux cas de cancer chaque année à partir de 2005. Ce tableau, combien de fois sombre, ne doit pas nous laisser indifférents. Pour lutter contre ce fléau, nous devons unir nos forces. C'est pourquoi, fidèle à sa tradition depuis 2013 de conduire des actions sociales, cette année aussi, Ecobank Niger a pensé aux populations nigériennes avec au centre de l'action la prévention des maladies non transmissibles. Le cancer résulte d'une prolifération cellulaire incontrôlée qui échappe au contrôle de l'organisme illimité pouvant envahir les organes de voisinage en les détruisant. Une maladie qui cependant se guérit si elle est vite dépistée selon le témoignage d'un malade guéri du nom de Ibrahima. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jour 5 octobre la journée mondiale de l'enseignant. Jeune enseignant, l'avenir de la profession. C'est le thème retenu cette année. L'importance de ce thème pour le SNEN dans ce reportage. Célébrée chaque année depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants commémore la signature de la recommandation du personnel enseignant de 1966. En cette 25e commémoration, le Niger ne pas resté en marche. ISNEN, le syndicat national des enseignants du Niger, s'est toujours œuvré à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel enseignant. Le 5 octobre est commémoré pour donner beaucoup plus d'importance aux recommandations de 1966. Les recommandations de 1960 de l'UNESCO, ce sont les recommandations sur la condition enseignante. En fait, c'était un texte volumineux qui créait toutes les conditions pour que l'enseignant puisse travailler, en tout cas, dans un environnement favorable à son efficacité. Donc, depuis 1966 que ce document avait été signé pour un peu célébrer sa signature en 1994. Donc, l'UNESCO et l'International de l'éducation, justement, dont nous sommes la section du Niger, avaient en tout cas créé la journée de l'enseignant. Les jeunes enseignants, l'avenir de la profession, thème retenu pour cette année et qui cadre avec les objectifs fixés par le ISNEN. Les jeunes enseignants, l'avenir de la profession. On n'a pas besoin de créer d'autres détails. Le terme est clair, il parle, il est précis. C'est pourquoi nous avons adopté ça d'emblée. En fait, on l'a adopté parce que de plus en plus, les jeunes enseignants ne veulent plus venir à la profession pour plusieurs raisons. Il y a la raison d'abord du blocage de la carrière et il y a la question de l'image de l'enseignant qui n'est plus assez reluisante. Il y a la question du volume de travail justement au niveau de l'éducation et la question de la rémunération. Donc de plus en plus, les jeunes préfèrent aller quelque part que de venir dans l'enseignement. La journée est l'occasion de célébrer la profession enseignante à travers le monde, de faire le bilan des progrès accomplis et de se pencher sur les questions centrales pour attirer et retenir les esprits les plus brillants et des jeunes talents dans la profession. La commune rurale de Chikala dans le département de Filengue dispose désormais d'une mini-adduction d'eau potable. Elle a été réceptionnée le dimanche 29 septembre dernier en présence des autorités locales. L'ouvrage est réalisé par l'ONG ODH, Organisation pour le développement humain, en collaboration avec l'association des jeunes de Chikal Drouguma. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa. Dimanche 29 septembre 2019 est un jour qui reste gravé à jamais dans la mémoire de la population de Chikal Drouguna. C'est ce jour que la première mini-adduction d'eau potable de cette localité a été officiellement réceptionnée et mise à la disposition des habitants qui se sont mobilisés pour exprimer leur joie mais aussi leur reconnaissance. Des sentiments de satisfaction qui se lisent sur tous les visages. Cette réalisation a vu le jour après 5 ans d'attente grâce à l'ONG Organisation pour le développement humain ODH avec la collaboration de l'association de jeunes de Chikal Drouguna. Cet ouvrage a été réalisé par l'ONG ODH, Organisation pour un développement humain, qui est une ONG arabe. Et c'est une demande que nous avons adressée à cette ONG depuis 3 ans de cela.
nous n'avons cessé de faire le suivi. Et voilà que cette année, ça s'est concrétisé. Cette ONG a finalement orienté cet investissement vers notre village. Mais je précise, avec le concours précieux de l'association de jeunes de Chikal Dougouna qui a énormément contribué dans la réalisation de cet ouvrage. C'est une ouvrage qui vient un peu soulager la population. Et je pense que c'est un très grand pas pour notre village puisque depuis plus de 20 ans, la population de ce village utilise l'eau de pluie. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'eau potable, grâce à cette mini AEP, je peux dire que c'est un grand soulagement pour la population et c'est une source d'espoir pour d'autres actions salvatrices qui peuvent être menées dans ce village-là. Après l'acquisition de cet ouvrage, l'association des jeunes de Chikal Dougouna et les autorités locales pensent déjà à sa gestion. Nous avons eu ce grand acquis, il nous reste maintenant la bonne gestion, notamment la bonne répartition de cette ressource entre les autres villages environnants qui sont dans les besoins justement. Mais l'autre chose, nous allons envisager de mener des actions notamment dans la culture de contre-saison, mais également le pastoralisme grâce à cet ouvrage-là. Donc la population s'est engagée résolument à conserver cet acquis et à l'entretenir à tout prix. Cette mini-adduction d'eau potable vient ainsi soulager la population de Chikal Dougouna et alentour qui avait avant cet ouvrage d'énormes difficultés à s'approvisionner en eau potable. Le maire de Chikal, présent à cette cérémonie, a donné un cachet particulier à l'événement avant d'exprimer au nom de la population toute sa gratitude aux donateurs. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB organise une campagne de sensibilisation pour aider les communautés riveraines des sites d'exploitation minière à accéder aux voies et recours en cas de violation de leurs droits. Je vous invite à suivre l'étape de Trodi avec Aboubakar Souley et Hariata Salah. C'est dans le cadre de l'exécution du projet mis en œuvre par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB qui organisait cette campagne de sensibilisation pour aider les communautés riveraines à accéder aux voies de recours en cas de violation de leurs droits. L'État doit nécessairement protéger les communautés riveraines pour que leurs droits soient assurés, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce genre d'exploitation pollue non seulement l'environnement, mais également ont des impacts sur la santé même, l'éducation de nous tous et de nos enfants. Et du coup, lorsque l'État ne prend pas de mesures pour nous mettre à l'abri de ces conséquences de l'exploitation minière, eh bien, on peut poursuivre l'État. Et ça, on n'a pas besoin de sélectionner tout le monde. Même une seule personne, du moment où elle a intérêt, donc elle peut agir au nom de la communauté contre l'État devant le tribunal de grande instance, c'est-à-dire en matière administrative. Et s'il n'arrive pas à avoir raison, il peut aller en appel devant la cour d'appel de Niamey. Mais tout cela n'est pas encore suffisant parce que sachant que souvent c'est l'État qui fait tout, et voilà pourquoi mon point de chute c'est au niveau de la cour de la CEDEAO. C'est une cour qui peut recevoir nos requêtes sans même passer par le tribunal ou par la cour de notre propre État et faire comprendre à la cour que l'État n'a pas veillé à la protection de nos droits en tant que communauté riveraine. L'avocat Amadou Mahamadou, présent à cette sensibilisation, a expliqué à la population de Mbanga les voies de recours en cas de violation de leurs droits socio-économiques. Il s'agit donc, à travers cette activité, de mettre à la disposition de ces communautés riveraines une assistance juridique pour que quand ces communautés ont des réclamations à faire, notamment vis-à-vis d'un certain nombre de violations dont elles peuvent être victimes, que cette assistance juridique, qui est notamment une assistance par un cabinet d'avocats, que ce cabinet d'avocats s'en charge des plaintes des populations riveraines et qu'elle les suit de façon à ce que ça aboutisse à la réparation
des violations dont ces communautés riveraines ont été victimes. Donc, après un guide d'information sur l'ensemble des droits de ces communautés que nous avons élaboré au niveau du ROTAP, nous avons jugé utile de venir à travers cette activité, à travers la présence de l'avocat, pour que lui-même écoute ces communautés riveraines, pour qu'il puisse comprendre tout l'enjeu de la chose et formuler des plaintes et faire en sorte que ces plaintes aboutissent au grand bonheur des populations riveraines. Ce projet mis en œuvre par le ROTAP et financé par OSIWA consiste à promouvoir les droits socio-économiques des communautés riveraines des sites d'exploitation minière. Le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et la culture islamique a organisé hier après-midi un prêche au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey. Le thème de ce prêche est la contribution de la jeunesse dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et la bonne gouvernance. Nafissa Touzakouya, Ibrahim Abdou. C'est dans le cadre de consolider les liens de fraternité, d'amitié, de solidarité et aussi d'entraide entre les musulmans que ce prêche a été organisé par le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique. Occasion saisie par le président du réseau pour souligner l'importance du thème choisi pour cette conférence. L'importance de ce thème, la contribution de la jeunesse dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et la bonne gouvernance, n'est plus à démontrer depuis quelque temps. Car la jeunesse est le moteur de tout système et de toute idéologie. C'est justement l'espoir de tout pays et le gage de tout le processus de développement. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique, organisons cette conférence pour justement interpeller de notre jeunesse à prendre conscience de sa place, de son importance et surtout de son rôle dans la consolidation des idéaux et atouts nationaux, en l'occurrence la paix, la cohésion sociale et la bonne gouvernance. Le président du réseau des journalistes pour la paix et la culture islamique a fait un bref rappel de l'islam, une religion de tolérance. L'islam est la religion de paix, non seulement dans son système éthologique, mais aussi et surtout dans le sens de ses lois et sa philosophie de la vie. L'islam demeure non seulement un vecteur de paix, mais également un vecteur de développement. Il n'est pas donc un système ou d'idéologie, plus juste et plus apte de permettre justement au pleinement et entier de l'individu et de la collectivité que l'islam. Ainsi, cette initiative du réseau des journalistes pour la promotion de la paix et la culture islamique doit faire école aux autres associations, groupements et réseaux afin que la religion islamique soit répandue partout dans le pays. Du sport dans cette édition, annoncée pour ce week-end, Super League de football 2019 à 2020 est reportée jusqu'au 25 octobre 2019. Principale raison du report, la majorité des clubs n'ont pas envoyé la demande de licence de leurs joueurs. Ibrahim Tikire, Chebou Idjisso. Prévu pour ce 4 octobre 2019, la Super League de football 2019-2020 est reportée au 25 octobre 2019. Dans une correspondance adressée au président des clubs et des ligues régionales, le deuxième vice-président du comité exécutif de la FENIFOOT a déploré, je cite, « Malgré les rappels relatifs au démarrage du championnat de la Super League, force est de constater que vous n'avez pas pris les dispositions qui s'imposent à cet effet. » Fin de citation. Mieux, à la date du 5 octobre 2019, la commission spéciale licence plus n'a eu que 3 clubs en règle sur les 14 engagés pour la Super League. Bon, le processus d'octroi de licence implique 3 acteurs. Le premier acteur, c'est le club d'abord. Donc le club fait la demande de licence, dresse un dossier de demande de licence et l'envoie à la Ligue. Maintenant, la Ligue a le devoir de vérifier ces demandes de licence et l'envoie à la fédération. Au président de la commission spéciale licence plus de rappeler toutes les étapes
pour les demandes de licence aux joueurs. Les dossiers n'arrivent pas au niveau de la commission à temps. Donc les responsables sont les clubs. Avant tout début du championnat, la FENIFOOT forme les clubs. La FENIFOOT fixe les dates des premières périodes d'enregistrement. Pour cette saison, c'était le 7 septembre. Donc dès le 7 septembre, tous les clubs doivent faire les demandes de licence et les envoyer à la FENIFOOT. On a constaté que jusqu'à présent, il y a des clubs qui ne sont pas à jour. 10 clubs ont envoyé des demandes de licence et parmi ces 10 clubs, je peux dire que 3 seulement ont réellement des licences pour commencer la compétition. Donc 5, on attend 4 clubs sur les 10 qui n'ont pas encore envoyé des demandes de licence. Bon, le problème, je vous dis, au niveau de la commission, c'est que les dossiers n'arrivent pas. La correspondance du deuxième vice-président de la FENIFOOT a notifié au club qu'avant le 25 octobre 2019, tout club qui ne sera pas prêt aura match perdu par forfait. La FENIFOOT avait envoyé une correspondance à tous les clubs et les ligues pour reporter le début du championnat qui est fixé pour le 25 octobre. Donc j'attire l'attention des clubs que cette date est définitive. Donc à cette date, tout club qui ne peut pas envoyer ses dossiers de demande de licence à temps, donc ce club aura des problèmes au niveau du championnat. La balle est désormais dans le camp des responsables des clubs pour bien ficeler les demandes de licence à leurs joueurs avant la date butoir afin que la Super League de football 2019-2020 retrouve ses droits. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.